Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters, not raised ideally, but we're still proper. Carrying dust of townships on our skins, unwashable identities and unsolvable complexes, crisscrossing each other with dance, loving where hatred has tried, succeeding where governments have failed. I see monuments in these lives standing here, deities to be worshipped after now, each one gods in their own rights, kings and queens of the yellow and black. We live here together, synchronized dreamers in a city that never sleeps. If there is still one person left grinding on the streets, when you write about a place like Lagos, we do not convolute the language. Come meet us where joy has found us, on the streets where art has found voice, in dance theaters raised on canals, and open mics staged on wooden bridges. I found my cities here, in the people, full of life, each one a road rager, each one a mouthful of curses, each one a mouthful of blessings, each one a hand full of blessings, because that's how it ought to be. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Curry et je suis ravie de vous accueillir au 3e festival de Rise Africa. Je vous accueille du Centre africain pour les villes et le Centre de la Croix-Rouge. Je suis vraiment ravie de démarrer cette 3e festival avec une session sur les villes que nous souhaitons. J'ai hâte de démarrer les conversations lors de cette série et à travers tout le festival. Et je sais que vous avez déjà vu qu'il y a beaucoup de sessions qui auront lieu, très riches et diverses, avec nos collègues et partenaires qui souhaitent explorer les perspectives sur les urbanisations des villes africaines et ce que cela signifie. Donc, je souhaiterais commencer avec un peu de définition et contextualisation de Rise Africa. Nous avons démarré en 2020. Nous avons dû nous adapter un peu suite à la pandémie. Mais nous avons un espace très riche
et pan-africain qui représente des personnes à travers plusieurs secteurs qui les réunit pour échanger, justement. Je souhaite vous souhaiter la bienvenue et j'espère que cela sera très fructueux. Nous avons conçu ce festival pour créer un espace pour échanger en utilisant un langage créatif et nos enjeux quant aux possibilités et les potentiels futurs. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons considérer un acquis. Mais je trouve cela très intéressant que nous avons des participants très intéressants, multilingues, de plusieurs cultures qui essayent de trouver leur propre espace pour améliorer leur société et leur ville. En 2021, nous sommes concentrés sur les champions urbains. Et nous avons conclu que nous devrions être conscients de nos décisions et les villes durables sont une provocation, un rappel que nous devons continuer à lutter les structures qui nous forment et créer de nouvelles actions collaboratives et collectives centrées autour de l'amour et de l'imagination. C'est très important à retenir. En 2022, nous nous sommes concentrés sur la créativité, l'agence et l'urgence. Explorer la tension, la créativité, l'imagination, créer cet espace pour plusieurs voix et permettre aux personnes de partager leurs voix, leurs besoins, chose qui demande beaucoup de temps. Mais aussi souligner le fait que cela est urgent. Et comment allons-nous explorer ces thèmes? Demain, lors de nos sessions, nous allons discuter de toutes les histoires qui connaissent leur raconteur, qui connaissent leur audience, et chaque histoire qui a son propre moment. Cette session a été rajoutée par Bamola Komolafe, qui partage ce sens d'urgence et le fait que nous oublions l'urgence parfois. Mais nous devons nous perdre pour trouver notre chemin. Il est urgent maintenant de prendre le temps et pour retrouver notre chemin. Nous parlons de développement durable, du développement de l'Afrique, et je pense que c'était un cadre idéal pour cette discussion. Nous allons nous concentrer sur les villes que nous souhaitons. Et c'est une connexion avec notre agenda 2023, avec l'Afrique que nous souhaitons créer. Qui rassemble des personnes à travers le pays et le continent. Et nous souhaitons examiner si les plans urbains, nationaux ou locaux sont pris en compte. Et je pense que cela manque et peu représenté dans cet agenda. Donc, notre but est, d'ici la fin du festival, trouver une position, un point de vue pour créer une feuille de route pour définir comment nous allons utiliser cette urbanisation et cette prospérité que nous souhaitons créer. Donc, je pense que ce thème a souligné beaucoup de questions. Donc,
Nous allons continuer à explorer ces questions aujourd'hui. Peut-être, premièrement, nous pourrions nous présenter. Donc, un de mes outils préférés, c'est cette idée de douche Zoom. Donc, je vais vous demander d'écrire dans le chat et de donner votre nom, organisation et ville d'origine. Attendez juste 30 secondes avant d'appuyer sur Entrée et puis on verra qui est parmi nous dans la salle. Donc 15 secondes encore pour rédiger vos messages. Et quand je vous donne le signal, on va tous envoyer nos messages. Ok, allez-y. Cela me fait plaisir de vous voir, de revoir certains, de voir de nouveaux noms. Donc, si je regarde le festival dans sa globalité, nous avons eu, je pense, à peu près 1600 participants de la part de 780 personnes de plus de 200 villes à travers le monde. C'est vraiment important de se rendre compte que cette conversation se centre sur l'Afrique et que nous avons des collègues à travers le monde qui souhaitent participer. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette résonance globale et de nous faire entendre. Pour la plupart, notre organisation est représentée par des femmes entre 25 et 35 ans, mais nous nous adressons à des participants de plusieurs âges. Bien sûr, une analyse qui continuera à travers le festival. Nous venons principalement de Nairobi, Cap de Bonne-Espérance, Johannesburg, Freetown, Durban, Dar es Salaam. Merci et bienvenue à tous. Les réponses que nous avons citées pour les villes que nous souhaitons, nous avons cité nos mots préférés, la durabilité, la sécurité, fonctionnelle, vert, inclusive, accès, c'est très important, circulaire, climat, et nous partageons toutes ces idées et partager nos visions. Mais j'espère que à travers ces conversations, nous pouvons explorer la signification, ce qui nous rend uniques et individuels et comment nous allons approcher ces problématiques, étant donné que nos conversations se centrent sur le processus de changement. Nous avons divisé donc ces conversations en 3 sessions. Aujourd'hui, c'est la première session, les villes que nous souhaitons. J'ai hâte d'entendre les participations des différents participants et nous vous encourageons à vous inscrire pour le 2e jour pour parler des villes que nous souhaitons. Et ensuite, le dernier jour, ça sera les villes que nous méritons. Et nous avons divisé en 3 parties parce que nous allons parler des acquis que nous avons à notre disponibilité. Nous savons que ces conversations démarrent souvent avec des enjeux et peut-être des opportunités aussi. Mais étant donné que notre positionnement est une position de joie, on va regarder, oui, les enjeux auxquels nous faisons face, mais les opportunités qui s'ouvrent à nous également. Cela continuera par nos conversations poétiques et de vision qui auront lieu demain. Et nous allons définir qui nous sommes et comment nous pouvons définir ces villes.
Il y aura également des sessions entre midi et 2 qui vont explorer des thèmes d'entrepreneurs, des politiques globales, des différents points de vue, comment nous approchons de ces enjeux, vue d'une femme, vue d'un enfant. Et nous allons parler des besoins spécifiques tels que les aménagements et l'architecture de ces villes. J'aimerais vraiment remercier tous nos participants. Nous avons 22 sessions qui auront lieu en plus des sessions ce matin et je vous invite à découvrir ce programme et rajouter vos points de vue. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé, plus que je le souhaitais, mais je pensais vraiment que c'était juste important de vous donner un peu de contexte et de vous expliquer comment cela se joint aux idées de Rise Africa. Donc, j'aimerais démarrer la conversation, des villes que nous avons, avec une deuxième question pour cette douche Zoom. À la fin de cette session, nous allons créer un document qui rassemble toutes vos idées et aussi relever 2 points clés que nous pouvons observer pour encourager cette prospérité. Donc, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, quelle est l'action la plus importante, la plus urgente que nous pouvons prendre pour créer ou nous déplacer vers les villes que nous souhaitons? Et comment pouvons-nous les atteindre, ces objectifs? Donc, je vais vous laisser réfléchir au formulaire que vous avez renseigné plus tôt, mais j'aimerais vraiment créer un cadre pour cette discussion. Donc, quelle est l'action la plus urgente, la plus importante que nous pouvons prendre pour nous rapprocher de ces villes que nous souhaitons obtenir? Donc, je vous laisse rédiger vos réponses dans le chat. Prenez votre temps et ensuite, quand je vous dirai, je vous laisserai rentrer le message dans le chat. Je vous laisse 30 secondes encore. Quelle est l'action la plus urgente ou importante que nous pouvons prendre pour obtenir ces villes que nous souhaitons? Merci Yona. On voit maintenant que vous avez soumis vos réponses. Allez-y, pourquoi pas. Super. Donc, juste pour en lire quelques-uns, dialogue social avec des ouvriers de pâtes, une approche par le peuple, inclusion avec le gouvernement. Yvan veut ralentir, créer des politiques qui priorisent les personnes, planning urbain qui prend les besoins de chacun en compte, éducation et
l'utilisation de villes durables, transport public, j'aimerais que le transport public soit plus accessible et qu'il y ait plus de sécurité. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à rajouter des idées. J'aimerais maintenant me tourner vers notre panel d'experts. Nous allons avoir des retours de participants de LGBTQ, activistes, sciences du climat, mais nous allons démarrer avec la participation de la Commission économique de l'Afrique de l'ONU et entendre leur retour sur les solutions qui sont en place déjà. Malheureusement, Lusuku Kayani n'a pas pu se joindre à nous, mais nous a partagé la présentation. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et ensuite vous demander de poursuivre la discussion. Bonjour, je m'appelle Lusuku Kayani. C'est vraiment un honneur de parler aujourd'hui. Cet événement est vraiment un événement fantastique pour réfléchir à la transformation urbaine qui a lieu sur le continent africain. Je suis née au Tanzanie. Et l'année où je suis née, la population de Dar es Salaam se trouvait à peu près 900 000 personnes. Il y a quelques décennies plus tard, la population fait plus de 5,5 millions de personnes. Cela représente la moitié de la population du pays lors de l'indépendance en 1963. Suite à des recherches qui ont eu lieu l'année dernière, l'urbanisation à Dar es Salaam est de 5% et la croissance est de 3% chaque année. En seulement quelques décennies, Dar es Salaam, Kinshasa et Lagos sont des villes qui seront les plus grandes villes à travers le monde. Alors que ces croissances peuvent être surprenantes, cela reflète des croissances que nous voyons au sein de la région. L'Afrique est un des continents qui s'urbanise le plus rapidement à travers le monde. Les villes grandissent de plus de 4% chaque an. La population a doublé entre 2000 et 2015. Mais en 2015, la population devrait tripler et atteindre 1,5 billion en centre-ville. Mais les villes africaines ne sont pas bien conçues. Il manque une certaine infrastructure pour soutenir cette croissance. Les villes et les urbanisations n'ont pas été considérées au sein des plans d'urbanisation. Et donc, les politiques sont dispersées au sein de la région. Il y a beaucoup d'inefficacité, de coûts élevés. Les villes africaines coûtent cher et les habitants payent beaucoup pour le transport public. Il y a beaucoup de déficits au sein de l'infrastructure et les habitants dépensent à peu près 130 billions de dollars pour répondre à ces besoins d'infrastructure. Mais nous avons déjà des difficultés financières de plus de 10 millions de dollars. Ce manque d'infrastructure
l'utilisation des terres a des impacts négatifs sur la population et les résultats montrent un manque d'emploi et certaines informalités. Mais il y a beaucoup d'enjeux puisque l'Afrique est très jeune. 43% de la croissance urbaine se centre sur la jeunesse de moins de 14 ans. Ce qui veut dire que l'Afrique représente la population la plus jeune du monde. Un tiers des jeunes sont sans emploi. Un tiers travaillent dans des situations précaires et un tiers travaille dans des emplois informels. Mais ils financent l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il manque des études et l'éducation nécessaires pour soutenir l'économie. La Banque africaine montre que chaque année, entre 10 et 12 millions de personnes démarrent un premier emploi. Mais il n'y a que 3 ou 4 emplois par an qui sont publiés en ligne. Donc, il y a un manque de cohésion entre le besoin et la demande. Ce n'est pas seulement un problème en Afrique, le manque d'emploi, mais un problème global. La pauvreté augmente, les inégalités augmentent et l'Afrique est très vulnérable par conséquent. Avant la pandémie, 34% des Africains vivaient en pauvreté. Et la pandémie a encore créé une hausse de pauvreté. 456 millions de personnes, la moitié de la population du continent qui vivent dans la pauvreté extrême. Les résultats de la guerre en Ukraine et la crise globale, nous allons avoir des lacunes de développement économique et croissance à travers les années à venir. La demande sur nos ressources sera significative et aura des conséquences pour atteindre un futur durable. Nous avons des enjeux climatiques considérables. Les zones urbaines vont souffrir suite à la crise climatique, puisque la région se réchauffe à 1,5 fois plus que les normes mondiales. Il y a une détérioration de terre, une perte de biodiversité et une insécurité. Et il y aura plus de demandes de ressources naturelles et l'Afrique risque de devenir invivable. Mais il y a beaucoup de paradoxes au sein de l'Afrique. Cette croissance présente des enjeux significatifs. Il y a des opportunités pour des politiques, pour des partenaires, pour des citoyens au sein de la région, pour assurer une durabilité et un développement urbain. Mais ces enjeux quant au développement et à l'amélioration de la qualité de la vie ne sont toujours pas adressés aujourd'hui. Les gouvernements seront essentiels pour nous aider à obtenir ces objectifs. Notre agenda de 2063, les développements durables et la reprise verte de l'Afrique nous présente une feuille de route de résilience qui place les villes au centre non seulement de croissance nationale ou globale, mais de développement régional. Et les aspirations de cet agenda de 2063 se concentrent sur les entrepreneurs, l'éducation, le développement de connaissances et se concentrent sur l'importance des villes
et comment implémenter cet agenda. Les villes sont les centres économiques de la région. 30% de notre GDP démontre le lien entre la croissance économique et les villes. Nous savons que les petites villes sont meilleures que les grandes villes. « 30% des résidents vivent à 30 minutes d'une grande ville, ce qui montre une continuité urbaine plutôt qu'une division. Donc l'accès aux villes représente une opportunité pour tous. Pour réduire les barrières de tarifs, cela pourrait aider des millions d'Africains de sortir de la pauvreté et d'améliorer les conditions d'ici 2035. Les exportations pourraient augmenter par des milliards de dollars, et ce à travers la fabrication. Selon une étude sur l'urbanisation, il y a 32 clusters. 60% de la population africaine urbaine vit au sein de ces clusters. Il y a des investisseurs, des infrastructures. C'est très robuste et ce plus qu'une grande ville. Cela jouera un rôle dans la création de chaînes de valeur robustes au sein de l'Afrique. Les gouvernements locaux seront des joueurs clés dans la création de ces chaînes de valeur. Les gouvernements locaux ont un travail très important à faire. Ils ont un rôle important à jouer dans ce processus. Dans les réseaux d'eau, par exemple, il y a aussi une décentralisation qui doit être une priorité pour les années à venir. Voilà quelques chiffres. Mais j'espère que vous allez retenir ce chiffre-là. 70% de notre environnement qui existera en 2040 n'a toujours pas été construite. La région d'Afrique est dans un moment crucial pour faire face à ces enjeux. Il faut utiliser le concept de circularité pour aider dans cette transition en Afrique. Faire la promotion d'inclusivité. 80% de la population habite dans les villes. Nous avons des décisions importantes à prendre à l'avenir. Il faut changer notre façon de réfléchir, avoir des principes circulaires, d'une économie circulaire et qui font la promotion d'usage de bons matériels. Et aussi avoir une empreinte carbone, une meilleure empreinte carbone. Le continent doit travailler pour garder des principes socio-économiques pour les Africains. Cela nous aidera à avoir une transition juste qui n'aggrave pas la situation de pauvreté pour les Africains.
et ce, à travers des actions nationales et locales. Notre démographique nous permet d'avoir beaucoup d'opportunités, des transformations structurelles et une durabilité il faut utiliser nos enjeux et les créer en opportunités en mieux comprenant les atouts en Afrique. Il nous faut aussi des modèles durables. Il faut concevoir ces modèles dans une manière qui fait la promotion de l'inclusivité. Les gouvernements locaux doivent être autonomisés. Les femmes, les personnes marginalisées, les organisations locaux, toutes ces personnes sont essentielles dans ce processus. Cela nous permettra d'avoir des politiques inclusives et durables et des meilleures actions pour les villes que nous voulons. Merci de votre temps et de votre attention. Donc, merci beaucoup. C'était une très bonne conversation que nous avons sur l'urbanisation. Et nous sommes... Aujourd'hui, les gens comprennent que l'urbanisation, c'est un vrai enjeu, mais il faut nous poser la question, comment le faire? Comment créer cette 60%? Et ça dépend de comment nous utilisons nos démographiques. Donc, c'est une conversation que nous allons avoir au cours de cette festival. Donc, maintenant, je vous invite, j'invite notre prochain intervenant. Il nous parlera de l'interconnectivité et des clusters. Quel est le rôle des mégavilles dans le leadership? La possibilité de ce que pourraient être nos villes. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran avec vous. J'espère que tout le monde voit l'écran. Donc, je vais vous parler du rôle des mégavilles. Donc, je suis urbaniste. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas pour une bonne interprétation. Donc, le concept d'une mégaville. Ce sont des zones avec une forte population, plus de 10 millions de personnes. Des endroits urbains. Une expansion rapide. C'est de plus en plus courant au cours des dernières années. Nous avons vu une croissance en Asie, en Amérique latine et sur le continent africain.
Nous utilisons aussi le terme endroit métropolitain. Donc, nous avons la ville centrale, mais où les endroits aux alentours sont en croissance aussi, en développement. En Afrique, nous avons 3 mégavilles pour le moment: Cairo, Kinshasa et Lagos, avec 40 millions de personnes. Cairo avec 20 millions et Kinshasa 40 millions à peu près. Ce sont des centres économiques avec des rôles culturels et économiques riches. Une population en croissance, des problèmes d'égalité dans ces villes. Il y a aussi une forte influence de l'extérieur. Et aussi les partenaires de développement qui jouent un grand rôle dans l'infrastructure de ces villes. Nous avons des tendances de croissance d'ici 2050. Nous aurons davantage de villes, de mégavilles. Dar es Salaam, Nairobi, Khartoum, Rwanda et quelques autres aussi. Nous verrons Dar es Salaam grandir par 180%. La même chose avec Nairobi, presque 100% à 10,4 millions, une population de 10,4 millions. Ce sont aussi des villes primaires. C'est quand il y a une grande ville et que le pays soit très dépendant de cette grande ville. Dans le nord, nous avons peut-être plusieurs villes métropolitaines. Par exemple, aux États-Unis, nous avons New York d'un côté, LA de l'autre côté, ou même en Allemagne, nous avons Berlin, Munich. Ce sont des pays où il y a plusieurs grandes villes avec de l'influence. Mais en Afrique, c'est une grande ville. Et c'est très important parce que ces villes contribuent au PIB. Et c'est là où nous retrouvons le gouvernement national. Parfois, il y a plusieurs partis politiques dans cette zone métropolitaine. Mais il y a aussi beaucoup d'emplois, des réseaux, des services que nous ne trouvons pas dans les plus petites villes. Mais il y a aussi des enjeux, des défis. Il y a un problème d'infrastructure et c'est ce que nous voyons en Afrique. C'est nécessaire de régler ces problèmes, les problèmes sociaux, etc. Donc, nous essayons de voir comment nous pouvons nous adapter. Quand il s'agit de gouvernance, il y a 3 facteurs: économique, social et l'environnement physique. Donc, le développement du social et de l'économique.
Ces trois choses doivent être couvertes par la gouvernance. Ce n'est pas quelque chose de simple. L'interprète s'excuse, la qualité du son est très mauvaise. Donc, il y a l'environnement physique. Il faut aussi avoir une économie qui est efficace. Il faut garder ces trois aspects en tête, l'économique, l'environnement physique et le social quand nous parlons de gouvernance. Il y a aussi différentes structures. Il faut penser du transport en masse. Comment mettre en place une prise de décision démocratique? Il faut aussi un soutien pour les business, le secteur de santé, de transport. Comment rassembler tous ces secteurs? Il n'y a pas de solution simple. Il faut regarder chaque situation dans les différents pays en fonction de leur structure de gouvernance. Nous pouvons regarder quel secteur sur lequel nous pouvons agir au niveau local et ceux que nous pouvons regarder, rassembler. Quand il s'agit d'une planification stratégique, ça peut être fait par secteur, mais la mise en œuvre d'un plan local, ça doit être fait au niveau local. La gestion des territoires, par exemple, ça pourrait être fait L'interprète s'excuse, la qualité du son est très très mauvaise. Aux États-Unis et en France, ils ont créé une autorité qui gère différentes municipalités. Nous avons aussi parfois des gouvernements à deux niveaux, par exemple en Hongrie. Ou parfois, il est possible aussi d'avoir une entité complètement séparée. Par exemple, c'est le cas à Nairobi.
cette entité soit élue ou nommée. Est-ce que vous pouvez terminer votre présentation dans la prochaine minute, s'il vous plaît? Aussi, la planification au niveau régional. Est-ce qu'il y a une réponse simple? Non. Non, il faut vraiment se pencher là-dessus. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons fait en Afrique. Il faut continuer à essayer de réfléchir à différentes approches pour trouver des solutions à nos enjeux. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'était très intéressant de voir les racines de ces grands processus d'urbanisation et d'essayer de voir les petites parties pour faire la gouvernance. Donc, pour le moment, nous avons parlé de l'urbanisation, de cette tendance qui est à l'origine de beaucoup de nos enjeux. Je pense que c'est important dans le contexte du développement africain de voir ce qui crée ces risques et ces enjeux pour pour l'avenir. Par exemple, la crise écologique. Donc, j'aimerais maintenant inviter Karim Bouma. Elle pourra nous parler de ce que la crise écologique, climatique, ce que ça veut dire pour l'enjeu pour l'Afrique à l'avenir. Les tendances et les risques ont été identifiés dans les présentations précédentes. « 56% des villes africaines sont informelles et 65% des travailleurs habitent dans ce secteur informel. Ils travaillent dans des endroits ouverts qui sont sujets à ces stress liés à la chaleur. Température qui monte, des tempêtes de sable. Ces zones n'ont pas les ressources nécessaires pour se protéger contre ces risques climatiques. Les communautés n'ont pas accès aux ressources nécessaires. La qualité du son est très mauvaise. L'interprète a du mal à interpréter. Le continent L'interprétation reprendra quand la qualité du son sera meilleure.
Il y a aussi des impacts de santé. Les sécheresses et les saisons de pluie contribuent aux maladies. Cela a un effet sur le paludisme. L'économie est aussi très touchée par le changement climatique. Dans un rapport récent qui a été publié, une hausse de température de 4 degrés, entre 2 et 4 degrés, engendra une baisse du PIB d'environ 12% dans la région en Afrique. C'est énorme. Les villes et les gouvernements locaux L'interprète s'excuse, la qualité du son est très mauvaise. Qui leur permettra de s'adapter pour le futur et se préparer aux éventuelles problématiques suite au changement climatique. Nous intervenons également avec des gouvernements locaux, même si cela ne suffit pas, même si les secteurs implémentés n'ont pas la protection nécessaire, cela montre les mesures à prendre et l'importance justement de planifier d'un point de vue pour adresser les communautés locales, pour les aider à se planifier, se préparer au changement climatique. Nous sommes déjà impactés par le changement climatique et donc nous essayons de prendre une approche ascendante pour construire mieux, pour améliorer les infrastructures, construire des immeubles efficaces et moins énergivores qui peuvent répondre aux besoins à la population qui a des emplois plutôt informels, je dirais. Merci Karine pour ce contexte. Je pense que c'est très clair. Il est clair que le climat est un multiplicateur de crises et si jamais il y a un impact sur une ville, cela sera empiré par le climat. Mais il y a une certaine acceptation autour du climat. Il y a des initiatives en place pour s'adapter, pour réduire l'impact du climat. Je pense qu'il est très important, mais tout comme les conversations de l'urbanisation, voir justement cette action prendre place est essentiel. Je m'intéresse aux exemples et aux politiques mises en place à travers d'autres villes. J'aimerais maintenant demander à Vanessa Pili, l'organisation et représentant du programme de WIGO,
qui va nous parler des thèmes que nous avons déjà abordés, surtout sur le besoin de se concentrer sur le secteur informel et les villes qui sont engagées à participer à ces économies informelles. Donc, bienvenue Vanessa. Je pense que la question était quelles initiatives informelles emploient les villes africaines déjà? On aimerait avoir votre retour. Merci Paul, merci à tout le monde. Merci pour l'accueil. Pour vous donner un peu plus d'informations sur Wigo, Wigo est un réseau global. Nous nous concentrons sur le soutien pour les employés, les femmes, pour les aider à sécuriser leur vie, leurs emplois. Nous souhaitons que tout travailleur ait des opportunités économiques égaux, une protection sociale et puisse s'exprimer et se faire entendre. Je souhaite vous répondre à votre question qui se concentre sur les mesures mises en place par les employés dans les secteurs informels. Il est important de retenir que dans la plupart de nos villes, les politiques et les pratiques sont exclusifs, peuvent être informels et stigmatiser l'informalité. Ce qui veut dire que, et je ne souhaite pas me tromper ici, mais si on regarde ces politiques et ces pratiques, cela veut dire que 89% des employés en Afrique subsaharienne sont sujets à des évictions, à un harassement, des services inadéquats et n'ont pas de réponse à leurs besoins. Donc, je dirais que la stratégie la plus importante, c'est vraiment d'avoir ce pouvoir de négociation, de pouvoir s'exprimer sur les politiques, la régularisation et pouvoir s'exprimer sur leur vie quotidienne et leurs emplois. Surtout pour ceux qui travaillent au sein du secteur public. Mais pour les effectifs qui travaillent dans les secteurs publics, il faudrait qu'on soutienne, par exemple, nos vendeurs de rue. Il est essentiel qu'ils puissent participer aux négociations, à la prise de décision. Et en termes d'exemple, le premier exemple que je voudrais vous citer, c'est la fédération d'effectifs au sein de la Libérie qui avait deux discussions, deux mémorandums pour essayer de gérer l'espace public, mais aussi de supprimer cet harassement. Lors du premier tour des négociations, les autorités de la ville se sont avérées n'étant pas très bons négociateurs, donc ils n'avaient pas cette capacité. Et il était inconnu que les preneurs de décision incluent les effectifs.
ils n'ont pas pu négocier ça ensemble, mais c'est une possibilité, une stratégie. Et plus récemment, les acteurs, pardon, dans le secteur informel, ici au Sénégal, comme vous savez, à Dakar, la ville est en train de se moderniser. Et les effectifs sont impactés par cette modernisation, puisque les effectifs sont expulsés de la ville. Donc en 2022, Parti a démarré une conversation avec les autorités. Le maire a participé à cette négociation et un des résultats était que le personnel n'avait pas inclus les effectifs qui allaient être les plus impactés par cette modernisation. Donc, le résultat de ce dialogue était que le plan allait être partagé avec les effectifs. Mais il faut reconnaître que les parties importantes étaient exclues de ce plan. Et donc, nous, on voudrait que ces effectifs, ces personnes soient inclus dès le début. On ne peut pas exclure les effectifs. Cela me semble tout à fait bizarre que les villes puissent planifier et prétendre avoir oublié de consulter les effectifs parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être tout simplement embêtants. Donc, que pouvons-nous en apprendre? Que 89% des effectifs, surtout les femmes, qui soutiennent les foyers, les économies à tout niveau, fournissent ces services, ces espaces accessibles au sein des communautés, mais sont considérés étant une nuisance lors de la modélisation. Donc, comment pouvons-nous mieux soutenir ces stratégies, mieux encourager cette inclusion, surtout les inclure lors des négociations quand les décisions et les politiques sont discutées. On peut reconnaître les effectifs, les respecter, les inclure lors de la planification des villes en tant que résident, en tant qu'agent économique, et plutôt que des consultations ou des conversations informelles. On voudrait que ces négociations soient institutionnalisées avec des forums. Nous avons l'exemple de Monrovia, au Zimbabwe, à travers 20 villes, où Zutia a signé un mémorandum avec les autorités à travers de 20 villes. Donc, des négociations institutionnelles qui peuvent fournir ou résulter avec l'infrastructure basique, l'assainissement, l'eau potable. C'est vraiment très important et essentiel. Non seulement dans les lieux publics, mais les lieux résidentiels aussi. Parce que beaucoup d'effectifs utilisent leur résidence principale comme lieu de travail.
Et dernièrement, pour soutenir ces stratégies, quand on regarde les villes qui sont en manque de ressources, c'est incompréhensible de voir que des ressources financières ou humaines facilitent ces évictions. Donc, je pense que si ces ressources pourraient être mieux employées pour avoir des systèmes plus inclusifs, pour adresser ces inégalités de structure, des méthodologies qui se concentrent sur les profits, sur la structure privée, plutôt que les politiques. Une éviction, c'est pas se débarrasser d'un problème, c'est juste déplacer un problème. Merci Vanessa, je pense que vous avez bien souligné la problématique et je pense que ces 2 points, ces déplacements, c'est juste un déplacement de problème plutôt qu'une résolution de problème. Mais ces 2 villes, les villes planifiées, les villes propres, bien planifiées, on ne sait pas vraiment qui apporte ce soutien. Donc merci pour cet exemple. Et je pense que jusqu'à présent, nous avons vu que ces questions de contrôle descendantes ou ascendantes nous montrent qu'il y a vraiment un besoin d'adresser comment nous pouvons trouver une solution à ces problématiques. J'aimerais maintenant demander à notre prochain intervenant de continuer cette conversation. Nous avons parlé de personnes vulnérables, d'effectifs vulnérables, mais aussi nous avons touché aux thèmes qui ont eu lieu de notre précédent festival, des opportunités de solidarité et de joie. Donc, j'aimerais demander à Mathieu Blaise de nous parler un peu du travail que vous effectuez en tant qu'activiste LGBTQ et comment votre travail est lié à l'urbanisation et la participation. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Je vais juste poser la question, qui appartient à ACT? Et je voudrais juste qu'on prenne du recul et réfléchir à ACT. Qui devrait occuper ces villes que nous allons créer? Donc, ces villes africaines se concentrent beaucoup sur la question de qui appartient et qui n'appartient pas aux villes. Et au sein de cette conversation, vous voyez la division. Surtout les personnes qui n'ont pas la même identité de genre ou d'orientation sexuelle. Par exemple, au Ouganda, il y a une criminalisation de LGBTQ. Au Ghana également, au Nigeria. Et la plupart des discussions autour de cette législation indiquent que les personnes homosexuelles n'appartiennent pas à cette société. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire pour les villes? Qu'est-ce qui nous défend? Vu que nous parlons de cette inclusion, de cette diversité, qu'est-ce que cela signifie être inclusif? Quand les Africains parlent de l'inclusion, il y a toujours une approche unique à cette question qui inclut les femmes et les personnes de religions diverses. Mais cela n'aborde pas vraiment les sujets
clés auxquelles nous devons faire face, que les membres de LGBTQ existent et nous allons pas disparaître. Donc, vu que faisons tous partie de la ville et nous occupons tous la même ville, comment pouvons-nous coexister au sein de cette ville? Et c'est vraiment triste de voir que, au lieu de parler de solutions progressives, de solutions à comment nous pouvons coexister, il y a cette division. Et c'est pour ça que nous voyons la criminalisation de personnes LGBTQ discuter au sein du Parlement. Et cela crée un environnement où nous pensons que nous ne pouvons pas créer la ville que nous souhaitons. Mais qu'est-ce qu'une ville s'il y a un non-respect de droits humains? Est-ce que c'est une question de structure de la ville, les immeubles, les institutions, le peuple? Le peuple crée la vie au sein de la ville. Et donc, si les personnes ne peuvent pas exister au sein de la ville, une ville n'est plus une ville. Et s'il y a des personnes qui s'identifient en tant que LGBTQ ne méritent pas cette ville, je pense que nous ne sommes pas prêts à avoir des villes. Parce que ces villes sont un mélange de personnes diverses. Et aussi, par exemple, à Lagos, une ville qui grandit rapidement, une population de 21 000. Lagos, c'est la ville qui réunit plusieurs personnes du pays et du monde. C'est pas une ville idéale pour les personnes qui ont des modes de vie diverses, peut-être, mais c'est un espace où vous pouvez trouver un soutien nécessaire et c'est très, très important au sein de ce que nous faisons. Et comment pouvons-nous parler du développement d'une ville quand les personnes qui ont développé ces villes ne sont pas reconnues, où le potentiel de la ville n'est pas reconnu? C'est la réalité de personnes LGBTQ. Ils ont toujours été refusés d'être reconnus pour leur contribution à la société parce que nous sommes vus comme étant des étrangers. Donc, cela nous oblige à créer des espaces sains, des espaces sécures. Comment pouvons-nous faire cela pour les personnes qui ont été rejetées, qui ont été marginalisées, pour leur permettre justement de retrouver leur potentiel? Ce que nous essayons de faire au sein de mon organisation, c'est créer justement des espaces où les personnes ou les membres de LGBTQ peuvent se sentir en sécurité parce que la ville peut se retrouver très stressante. Et le moindre que nous puissions faire, c'est ne pas être hostile envers ces personnes. Et c'est la triste réalité que nous vivons aujourd'hui au sein de Obodo, mon organisation, la violence de la part de l'État. Par exemple, au Nigeria, les membres de LGBTQ sont criminalisés, marginalisés. Et nous essayons de repousser cette loi, de refuter cette loi, mais nous n'avons pas eu de succès
Mais je vois ici une citation de la Bible. Oui, j'espère, prenez soin de vous. Désolée de vous interrompre, mais cette plateforme est un espace sain et sécurisé. Nous souhaitons que les personnes s'expriment. Donc, j'aimerais que vous ne soyez pas vous ne critiquez pas quelqu'un qui s'exprime. C'est pas, cela ne fait pas partie de notre ethos. Nous comprenons que vous ayez votre propre croyance, mais c'est vraiment pas sain ce que vous faites. Donc, on va vous enlever de la conversation. En créant ces espaces, c'est vraiment triste de voir que les activistes ne sont pas attendus, mais simplement sont reçus avec plus de violence. Donc, comment pouvons-nous aider, apporter de l'aide aux personnes LGBTQ? Comment pouvons-nous être leurs alliés, créer un environnement sain? Pour soutenir les petites organisations au sein de nos familles? Comment pouvons-nous changer la perception de personnes LGBTQ? Parce que, à la fin, ces villes nous appartiennent aussi. Nous ne pouvons pas quitter nos villes. Ce sont nos domiciles. Donc, il est très, très important que nous créions ces lieux sûrs avec des organisations LGBTQ, les autoriser à avoir accès à un lieu sûr où ils peuvent exprimer leur identité, leur genre. En Afrique, la violence contre les LGBTQ augmente et nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons nous exprimer, créer des espaces sûrs. Nous devons créer ces espaces au sein de la communauté. Nous devons collaborer et créer une société plus diverse et inclusive. Merci, Mathieu. Merci pour votre partage. Et je pense que être criminalisé pour notre identité ou son identité, c'est très, très important. Donc, merci pour ce partage. Nous avons un peu de retard et j'aimerais avoir des temps de questions à la fin. Donc, je vais demander à notre collègue ici pour nous parler des histoires. Pourquoi c'est important au sein des villes? Et je pense que la raison pour laquelle nous créons ces espaces, c'est pour un échange d'histoires et pour justement inspirer d'autres personnes. Donc, Nesrine, j'aimerais entendre votre retour. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai des problèmes d'Internet en ce moment. Merci de m'avoir accueilli. C'était un matin assez chargé avec beaucoup de différents points de vue. Donc, je vais commencer avec ma présentation. Je veux que ce soit que tout le monde participe. Donc, je vais peut-être mettre les questions dans le chat ou sinon, vous pouvez mettre je sais que parfois les gens auront un problème à comprendre mon accent. Donc,
Est-ce que nos villes sont vertes ou est-ce que ce sont nos maisons qui sont vertes? Donc, je vais mettre ça dans le chat et vous pouvez répondre soit avec un pouce levé ou un pouce vers le bas. Donc, nous avons seulement 10 secondes pour répondre à chaque question. Donc, nos villes, sont-elles vertes ou est-ce que ce sont nos maisons? Donc, répondez s'il vous plaît dans le chat en mettant un pouce levé ou un pouce vers le bas. Prochaine question. Oh, wow, tout le monde dit maison. Parfait. Donc, si nos maisons sont vertes, est-ce que ça veut dire que nos villes le sont aussi? Parce que nos villes sont situées dans nos villes. Est-ce que nous allons séparer nos maisons de la ville et faire de nos villes des endroits séparés des maisons? Donc, j'ai plusieurs réponses. Oui, pas vraiment. Non. Très bien. Donc, nos maisons sont vertes parce que nos systèmes de ville ne le sont pas. Donc, combien de personnes ont des maisons connectées à une énergie renouvelable? Donc, peut-être maintenant, c'est l'équation d'utiliser le pouce levé ou le pouce vers le bas. Donc, combien de gens ici connaissent quelqu'un avec une maison connectée à l'énergie renouvelable, que ce soit solaire ou autre? Donc, je suis surprise que vous ne connaissez personne, Pax, parce que vous devriez connaître ces gens-là. Dernière question. On parle de personnes, de maisons, du solaire, d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est à cause du travail du secteur donc, je vais mettre la question dans le chat et ensuite l'interprète va pouvoir interpréter. Alors, est-ce que c'est à cause du travail de plaidoyer du secteur du climat, des politiques gouvernementaux ou des incitations, ou bien à cause d'un intérêt des propres habitants, l'accessibilité et l'abordabilité? Donc, nous avons plusieurs différentes réponses. Nous avons quelques minutes pour parler de ça. Donc là, je vous parle de choses auxquelles je réfléchis souvent. Nous allons pouvoir avoir une discussion interactive, mais là, je vous donne l'occasion de réfléchir. Donc, j'ai beaucoup aimé les réponses que vous avez données. Nous allons en parler davantage, mais je voulais juste dire que je me pose souvent ces questions. Que ce soit la communication climat, les politiques climatiques, etc. Quand il s'agit de campagne et de communication, je me pose la question, est-ce que nous posons la question, que pensent les gens qui sont en dehors de ce secteur? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette transition énergétique? Et si ces gens-là comprenaient le travail que nous faisons, parce que j'essaie d'engager avec les gens en dehors de ce secteur, et on se rend compte que c'est très différent quand on discute avec ces gens-là.
la question, nous, en tant que activistes, communicateurs, est-ce que nous posons les bonnes questions avec ces gens qui sont en dehors du secteur? Parce que souvent, le travail que nous faisons est cible les gens au sein de notre secteur. C'est pourquoi c'est important d'utiliser les histoires pour raconter ce que nous avons à dire. Il faut avoir un lien entre les difficultés des gens dans la narration de ces histoires et dans les solutions proposées. Quand nous parlons d'énergie, de l'accès à l'énergie, par exemple, les systèmes de transport, l'économie, il faut que ces sujets soient pertinents pour les personnes à qui nous parlons. Souvent, nous ne faisons pas confiance à nos gouvernements. Donc, comment faire en sorte que ce soit pertinent pour les bénéficiaires? Donc, maintenant, les questions que j'ai posées tout à l'heure sur l'utilisation d'énergie durable, le solaire, que c'est souvent utilisé à la maison. Quelqu'un a mentionné que c'est cher. Donc, les maisons deviennent vertes. C'est une question d'accessibilité. Parce que souvent, ces énergies renouvelables ne sont pas abordables. Ça dépend vraiment de l'énergie. Mais par exemple, si on veut alimenter une maison, c'est cher. Donc, parlant d'expérience personnelle, nous avions un projet sur 500 hectares de terre. Nous avions besoin d'eau et de panneaux solaires. Donc, c'est que 6 hectares de terre, quelques milliers de terres. Nous voulons un seul bâtiment que nous voulons construire. Donc, peut-être quelques 5 ou 6 ampoules. Nous avons dépensé presque $5 000. Donc, c'est vraiment pas un projet où on avait des ressources incroyables. C'était vraiment, c'est ce que ça a coûté. Donc, de l'eau pour une seule pièce et on a dépensé $5 000. Donc, c'est vraiment pas abordable, c'est la vérité, mais c'est accessible. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un intérêt qui n'est pas aidé par les incitations et les politiques gouvernementales, alors qu'est-ce qui est le moteur pour cet intérêt? Je pense que c'est le classisme peut-être, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Malheureusement, il va falloir que vous terminez votre présentation rapidement. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la communication et raconter des histoires, est-ce que ça peut être le moteur pour le changement des politiques? Et oui, la réponse, c'est oui. Je suis désolée, je veux juste dire que donc, cette histoire de Cagnos, donc c'est là où il y a le central de panneaux solaires le plus grand du monde. C'est tellement important qu'on peut alimenter les villes voisines. Et donc, il y a une étudiante qui a écrit une histoire et qui a fait la promotion d'utiliser cette énergie pour les villes voisines. Et donc, on a utilisé cette histoire et on a utilisé cette histoire pour montrer qu'on avait besoin de cette énergie, qu'il y avait un potentiel d'énergie incroyable pour les villes voisines.
Et donc, cela démontre comment on peut utiliser une histoire pour faire le plaidoyer de quelque chose. Merci beaucoup, Nasrine. Donc, merci à tous nos intervenants. Je m'excuse, Paul a dû partir rapidement, mais il sera de retour. Je m'appelle Fumi Atidi, je suis aussi avec ICLE Afrique. J'ai beaucoup apprécié écouter les différentes présentations, les différents points de vue sur les villes que nous avons et le processus pour aller vers les villes que nous voulons. Et donc, Paul est de retour. Merci. Donc, c'est presque la fin de notre session. Il y avait beaucoup de points de vue très intéressants. Mais je voulais aussi vous permettre de parler de ce que vous venez d'entendre. Ce que je trouvais intéressant, c'est ces pratiques haut vers le bas et bas vers le haut. Et ces atouts existent déjà au sein des villes que nous avons. Donc, les intervenants, s'il vous plaît, pouvez-vous allumer vos caméras? Nous allons poser quelques questions. Si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vais demander aux panélistes de vous répondre. Donc, nous avons parlé de planning participatif. On utilise ce mot, mais il faut vraiment avoir une intention, l'utiliser de façon intentionnelle. Pour ces grands systèmes de ville, comment faire ce planning participatif? Je vous laisse l'occasion maintenant de poser cette question, de répondre à cette question plutôt. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il faut regarder ça de différentes compétences. Des choses qu'ils veulent faire au niveau local. Nous avons parlé d'informalité, des différents marchés, des quartiers. Hop, le son a coupé. Il faut réfléchir aux caractéristiques socio-économiques des différentes populations. Et aussi, au niveau plus large, des secteurs plus larges, que ce soit le transport, la gestion des déchets. Là, il faut comprendre qui sont les plus grandes parties prenantes. Il faut utiliser le point de vue des usagers. Comprendre qui sont les autres acteurs dans ces secteurs. Parfois, ces secteurs sont gérés par ce qu'on appelle les entrepreneurs. Donc, il faut regarder ça par différents niveaux. Et trouver des solutions à ces échelles-là. Merci beaucoup, Constant. Je vois une question que peut-être tous nos panélistes peuvent répondre. Est-ce qu'une définition traditionnelle, est-ce que cela compte dans ce contexte? La définition traditionnelle des villes? Donc, Vanessa nous a donné quelques stratégies sur la négociation par des personnes informelles. Est-ce que vous avez des exemples de ceci? Merci, Paul. Donc, une des villes où il y a eu un travail au niveau local, c'est au Kenya.
Au Kenya, il y a un planning pour le climat. Les comtés font ce travail de planification. Il y a un bon exemple d'un comté qui a créé un plan participatif, mais ils ont allé au-delà de cela. Ils ont créé un forum où un pourcentage de leur budget de comté est alloué à ce plan. Ils reçoivent aussi un financement de l'international et aussi du national pour des projets liés au climat au sein du comté. Ils cherchent aussi des opportunités pour maximiser l'usage de ces budgets. Nous avons des villes qui n'ont pas ces ressources. Il y a aussi des villes qui n'ont pas ces fonctions qui ont été décentralisées. Ils prennent l'initiative avec le budget qu'ils ont pour créer ces projets. Certaines villes prennent l'initiative de planter des arbres, par exemple, ou de leur parler des inconvénients d'utiliser les arbres pour faire la cuisine, etc. Oui, je pense que c'est important d'allouer un pourcentage du budget pour certaines choses. Parce que beaucoup de nos plans ne sont pas liés à ce financement. Sans les ressources, ces projets ne pourront pas aboutir. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir cet argent alloué à ces projets climatiques. Vanessa, nous avons parlé de quelques cas où les organisateurs informels ont pu engager les gouvernements locaux. Quelle est votre perception de ce genre de travail dans le changement de culture, dans la compréhension des villes? Comment engager avec ces gens qui gèrent ces villes? Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je voulais vous parler de quelques mythes et de faits sur l'informalité, mais je ne pense pas que le temps le permet. Donc, je vais vous partager ma présentation. Vous aurez ça sur vos archives. Mais pour répondre à votre question, la planification urbaine, c'est la détermination à l'accès à l'infrastructure et aux opportunités. Donc, à mon point de vue, c'est vraiment, ça peut être un soutien et reconnaître cela ou complètement l'ignorer, faire semblant qu'il n'existe pas. Et dans le contexte africain, je pense que c'est fou de faire ça parce que c'est évident. Nous ne pouvons pas l'ignorer, mais on peut le négliger de façon voulue. Nous avons beaucoup d'exemples à travers la région. J'ai parlé des évictions et il y a une tendance ici. Il augmente dans les périodes d'élection période et il baisse en fonction de la situation dans le pays s'ils veulent le vote de la population, des masses. Donc voilà la tendance que nous voyons, que nous observons. Et cette tendance nous montre le rôle politique
à cet égard. Donc, le soutien, l'ignoration et la destruction, c'est la réalité. C'est ce que nous voyons dans le cadre de nos politiques, dans nos pratiques. Cette réalité doit être changée. Ces processus d'urbanisme, on nous dit qu'ils sont techniques, mais ils sont plus politiques. Donc, si nous voulons que ce soit inclusif, il faut que cela change. Il faut que ce soit inclusif de tout le monde qui vit et qui travaille dans ces espaces. Merci. Oui, j'ai aimé ce que vous venez de dire. Donc, Mathieu, vous avez parlé de votre travail, la création d'espaces sûrs. Beaucoup de personnes veulent faire ça dans différentes communautés. Quelle a été votre expérience dans ce travail? Comment mieux faire pour créer ces espaces sûrs? Merci, Paul. C'est un travail difficile à faire. Et c'est aussi une menace à la vie. Il faut créer un espace où on ne va pas être grillé par le gouvernement. Établir des espaces cachés où les gens peuvent trouver un endroit sûr, tout simplement. Je fais ça je travaille avec les alliés qui ont les intérêts de la communauté à cœur. Nous établissons ces endroits sûrs en collaborant et en cherchant les ressources en tant que collective. C'est très important pour ce genre de travail. C'est important de travailler en tant que collective. Je demande l'aide aux gens qui ont plus de ressources que moi. Et je mets en place les implications, les mises en œuvre de sécurité. Et j'utilise ça comme feuille de route pour cette organisation. Donc, ces espaces sûrs, cachés, pour les gens qui marginalisés. Merci beaucoup pour votre réflexion. Et Naz, donc, pouvez-vous me donner une réponse d'une seule minute? Qu'est-ce que vous allez retenir de cette discussion? Merci beaucoup, Paul. Ce que Vanessa et ce que d'autres panélistes ont dit, mais surtout ce que Vanessa vient de dire, il faut travailler avec la réalité des enjeux qui touchent la population. Oui, ça m'a touché, ça m'a pas touché, mais ça m'a... Le fait que ce soit politique, c'est ce que je vais retenir. On a des problèmes avec les évictions, les déplacements, la migration forcée. Les problèmes de ces personnes avoir accès aux nécessités de base. C'est important pour nous de continuer à regarder ces choses, de créer des endroits sûrs, comme Mathieu vient de dire. Il faut garder tout ça en tête dans la réflexion de la création de nos espaces urbains. Merci beaucoup, Naz. Donc, j'aimerais remercier à tous nos panélistes et à tous les participants. C'était notre première session du festival. Je vous invite de nous joindre pour d'autres sessions. Je pense qu'on aurait pu bien parler pour 30 minutes de plus. Si vous voulez continuer cette discussion,
en tant que panéliste ou en tant que participant. Nous avons un debrief à 18 h si vous voulez participer ce soir. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez discuter davantage de ce que nous avons discuté lors de cette session ou dans d'autres sessions aussi. Nous avons aussi un sondage, un questionnaire que nous souhaitons que vous remplissiez, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et nous souhaitons un bon festival et de bonnes discussions. Merci à tous et à toutes.